Donc l'ambition de la Chambre d'agriculture, elle est bien de mettre en relation les agriculteurs avec les partenaires afin d'offrir à chacun des opportunités de marché et de création de valeur ajoutée. Aujourd'hui, vous êtes connectés pour suivre la production de bambou dans l'Yonne, présentée par Horizon, à qui je vais laisser la parole et le partage d'écran également. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être présent aujourd'hui voilà, pour en apprendre un peu plus sur la culture du bambou. Donc, je me présente rapidement. Donc, Dimitri Guyot, je suis l'un des 3 cofondateurs de la société Horizon et je m'occupe de la partie technique chez Horizon, donc tout ce qui concerne l'agronomie et également le volet valorisation du bambou auprès des industriels. Et je suis accompagné aujourd'hui donc de Lydie Laïmari qui est notre responsable agronomie et qui va m'accompagner sur les questions vraiment très précises d'agronomie et d'itinéraire technique aujourd'hui. On va commencer la présentation par passer en revue très rapidement les grands défis du monde agricole. Ça nous semble essentiel de les reprendre point par point pour bien comprendre en fait en quoi le bambou et la culture du bambou permet d'y répondre. Ensuite, on verra en quoi le bambou est une diversification intéressante. La troisième partie de la présentation sera sur l'itinéraire technique, comment est-ce qu'on cultive le bambou, comment ça fonctionne sur tout un cycle de culture. Et puis, on terminera avec l'accompagnement Horizon. Qu'est-ce qu'Horizon peut vous accompagner quand vous vous lancez dans la culture du bambou? Et on verra également à ce moment-là la partie économique, la rentabilité de la culture. Donc, je vais laisser la parole à Lydie qui va vous parler un peu des grands défis du monde agricole. Donc, bonjour à tous. Lydie, je suis de formation agronome et j'ai travaillé juste avant d'arriver chez Horizon, je travaillais essentiellement en arboriculture sur le noyer et le châtaignier, où je faisais du suivi technique de producteurs et également de la recherche. Voilà. Donc, quand je suis arrivée chez Horizon, le préalable, c'était ces défis du monde agricole auxquels on doit tous répondre. Quels sont-ils à l'heure actuelle? On va vous donner des évidences, mais c'est pour vous faire rendre compte qu'on est conscient de tous ces défis-là et que le bambou peut être une solution. On a des prix de vente des denrées agricoles qui sont faibles, qui n'évoluent pas. Là, vous avez mis à l'écran des prix de denrées agricoles. Et une incertitude des productions, puisqu'on sait très bien que le risque en agriculture lié au changement climatique, etc., c'est une des caractéristiques des marchés agricoles. Tu peux passer, Dimitri. Face à ça, on a une carte de France assez hétéroclite. Elle vous avait été présentée juste avant, avec des revenus agricoles qui sont quand même relativement faibles sur, on va dire, la moitié sud de la France, et même en règle générale pour un monde agricole, une rentabilité qui est souvent remise en question. Et face à ça, les personnes qui nous contactent, c'est certainement un des plus gros points, c'est une recherche de rentabilité dans la production qu'ils viennent chercher. Les aléas climatiques dans la slide d'après, j'en ai déjà parlé, mais on sait que c'est comme ça. Voilà, on fait avec. Le monde agricole est sujet à ça, mais vous verrez que le bambou est une plante assez résiliente par rapport à ces aléas-là. Ensuite, Dimitri, une dépendance aux intrants qui est très forte. Là, on s'était amusé à vous mettre des index de cours des intrants agricoles. Ceux qui sont les plus, alors vous ne voyez pas, c'est écrit tout petit, mais les plus importants, là, c'était les prix des intrants azotés et de l'énergie. Donc ça, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien sur les exploitations, mais il va falloir trouver des modèles qui finalement s'adaptent aux changements et aux augmentations des coûts de revient. Et enfin, on fait aussi face, et vous êtes les premiers à nous le dire, à cette méconnaissance du métier d'agriculteur et à cet agribashing où souvent les agriculteurs se sentent incompris et ont besoin aussi de montrer qu'ils exercent un beau métier, ils exercent un métier pour nourrir les hommes ou produire de la production, et ils veulent vivre de leur métier. Voilà. En produisant, tout en produisant et n'en étant pas nécessairement en faisant pas nécessairement que de l'entretien de la nature. Donc, l'idée, c'est de répondre à ces objectifs-là
Et je pense qu'après, je vais te laisser la parole, Dimitri. Oui, donc effectivement, si on reprend un peu ces grands défis-là, le premier point, c'est d'avoir des cultures rentables, de quand même gagner sa vie. Et le bambou, pour ça, permet quand même d'apporter un revenu stable sur le long terme aux exploitations, avec une rentabilité à l'hectare de 2 500 € par hectare et par an de revenus nets. Donc, une fois qu'on a payé ses charges, donc ses intrants, son eau, sa récolte, enfin ses charges de mécanisation, notamment pour la récolte. On reviendra plus en détail sur les chiffres. Là, c'est vraiment pour faire un panel global de la culture. Donc le tout avec une quantité de travail qui est assez réduite, une vingtaine d'heures par hectare et par an, et surtout pas d'investissement matériel particulier à faire. La culture du bambou peut se lancer avec globalement le matériel de base agricole que tout le monde a. Il n'y a pas besoin d'investir dans des machines spécifiques. On parlait des aléas climatiques tout à l'heure, donc c'est une culture qui est résiliente, qui est robuste, donc avec une faible sensibilité aux aléas climatiques et donc des revenus qui vont peu varier dans le temps. Et également une culture à bas niveau d'intrants, c'est-à-dire que vous allez avoir peu besoin d'intrants, notamment de biocides, de pesticides, d'herbicides, enfin même pas du tout sur ce plan-là. Et ce qui va vous donner une indépendance en fait vis-à-vis du cours des intrants, et donc là encore avec un revenu qui va moins varier, qui va être moins sujet aux variations de cours que vous ne maîtrisez pas. Et puis le dernier point, c'est l'aspect écologique de la culture. C'est une culture qui est durable, dans le sens où elle va permettre une captation carbone très importante. Du point de vue des sols, elle va permettre une dégradation de la qualité des sols, avec également une restauration des petits cycles de l'eau, puisque c'est une culture qui va permettre d'infiltrer l'eau plus facilement dans le sol, de remettre de l'eau en suspension dans l'air à travers une évapotranspiration importante, etc. Si on en vient un petit peu au marché qu'on va adresser avec cette culture, là aussi c'est le plus important. Il s'agit quand même de gagner sa vie. Donc il y a deux marchés qu'on va venir adresser et qui sont tous les deux en forte croissance. Le premier, c'est le marché de la finance carbone. Donc l'idée, en fait, c'est de valoriser le carbone qui est séquestré par la plantation de bambou sous forme de crédit carbone. Pour ça, on va se reposer sur des labels indépendants qui vont certifier des méthodes de calcul qu'on va ensuite utiliser pour calculer la quantité de carbone que l'on séquestre avec notre bambouset. Et ensuite, ces crédits carbone sont vendus aux entreprises sur ce marché-là. Et donc, ce qu'on observe, c'est que c'est un marché qui est en forte croissance. En fait, on a de plus en plus d'entreprises qui essayent petit à petit de se décarboner, d'avoir une trajectoire compatible avec les objectifs climatiques qu'on se fixe, et qui, du coup, ont un besoin de plus en plus important en crédit carbone. Donc, on a une demande qui est en forte croissance, avec en face une offre qui n'augmente pas aussi rapidement que la demande, puisqu'en fait, l'offre de crédit carbone augmente à mesure que les projets de séquestration sont développés. Et voilà, développer des projets de séquestration comme de la plantation de bambousaies, c'est long, c'est fastidieux, ça va pas aussi vite que l'augmentation de la demande. Donc on a un marché sur lequel il y a plus de demandes que d'offres, et ça, c'est une belle opportunité. De la même manière, sur le marché de la biomasse, alors quand je dis biomasse, j'entends biomasse au sens large, c'est-à-dire pas uniquement biomasse énergie. On a là encore une grosse augmentation de la demande. Vous avez en fait la plupart des industriels qui cherchent petit à petit à se décarboner, c'est-à-dire à arrêter d'utiliser des ressources fossiles, que ce soit de l'énergie ou des matériaux, puisqu'ils se rendent bien compte que pour continuer à faire ce qu'ils font, il va falloir commencer à se passer de ces ressources fossiles. Donc ils se tournent petit à petit vers la matière végétale, vers la biomasse. Ça induit une augmentation énorme de la demande, et on estime que d'ici 2050, il y aura une demande 2 fois supérieure à la ressource disponible en biomasse. Donc on comprend bien qu'il y a une grosse croissance de la demande, alors qu'en face, la ressource, elle est là encore limitée, puisque aujourd'hui, l'essentiel de la ressource en biomasse, c'est la forêt, que la forêt, elle n'est pas loin de son maximum de production, et en parallèle, elle est impactée, elle aussi, par le dérèglement climatique. Donc on a de plus en plus de variabilité de production de la forêt. Donc les industriels, ce dont ils ont besoin aujourd'hui, c'est des sources alternatives de production de biomasse. Et nous, c'est exactement ce qu'on leur apporte avec le bambou, puisque le bambou permet de produire une biomasse de la même qualité que le bois, et ce, beaucoup plus rapidement.
Donc voilà des exemples d'applications. On va récolter en fait une plaquette de bambou que vous avez en haut à gauche sur la photo. Cette plaquette de bambou, elle est très similaire à la plaquette forestière et elle va pouvoir, par exemple, être défibrée, comme sur la photo du milieu, pour produire ensuite des isolants. Cette fibre, on va pouvoir la broyer un peu plus finement pour produire, des panneaux de particules, des panneaux de fibres qui vont être valorisés dans la construction, dans l'ameublement. On peut également en faire des bioplastiques. On peut également en faire de l'énergie, des pellets, des plaquettes, du papier, c'est très, très large. Pour résumer, tout ce qu'on fait à partir de plaquettes forestières en bois, on peut le faire à partir de plaquettes de bambou. Donc on arrive vraiment sur ce marché du bois, avec une diversification. Je vais te laisser la parole, Lydie, je crois. Donc, les questions qu'on peut se poser dans un premier temps, c'est comment on cultive d'un bambou, qu'est-ce qu'un bambou? Donc, la première des choses, c'est de dire que quand même le bambou, c'est une graminée, c'est une herbe géante. C'est une herbe qui pousse sur toute la partie grisée que vous avez à l'écran, donc sous des latitudes diverses et variées. Et celle qui nous intéresse la plus, c'est celle qui est au niveau du bassin chinois, asiatique, où en fait on a des climats qui sont similaires aux nôtres. C'est-à-dire que la partie rose là, que vous avez à l'écran, c'est le climat européen. Et dans cette zone de Chine où il y a une multitude de forêts indigènes, on a des bambous qui poussent dans beaucoup de types de sols et beaucoup de climats. Donc, on sait pertinemment que si on sélectionne les bonnes variétés, y compris même en altitude, on peut faire pousser du bambou. Alors, par rapport au climat, c'est ce qu'on vient de dire, on peut adapter le bambou sous tous nos climats français. Quand on vous dit que c'est sensible aux gelées tardives, on n'a pas la même sensibilité qu'un fruitier, évidemment, mais on a des turions, c'est-à-dire des nouveaux chaumes qui poussent au printemps. Ça, c'est sa période de poussée végétative. Et à ce moment-là, si on a des fortes gelées, on peut avoir une petite sensibilité au gel. Il suffit simplement à ce moment-là, nous, en tant que conseil avant plantation, qu'on vous dirige vers des variétés un peu plus tardives. Il faut, en dehors de ces exigences de climat, il nous faut des parcelles mécanisables, puisqu'en fait, on vous le dira après, on est sur des cultures qui sont mécanisées. Il n'y a pas de cueillette de bambou à la main, en tout cas pas dans nos schémas de production. Par rapport au type de sol, on vise plutôt des sols profonds, c'est-à-dire, en fait, on va plus prendre à l'envers. Il y a deux types de sols que l'on ne veut absolument pas. Ce sont les sols qui sont trop superficiels, dans lesquels les bambous vont survivre. En fait, vous allez avoir des bambous, ils ne vont jamais crever, hein. Mais vous n'arriverez pas à faire de la production. Et nous, le but, c'est quand même que vous arriviez à avoir des rendements qui puissent assurer une rentabilité. Donc, pas de sol superficiel et pas de sol hydromorphe. Et ça, souvent, c'est un malentendu qu'ont les gens, enfin, une idée préconçue. Souvent, on vous dit, oui, je vais les mettre dans des bassins où il y a beaucoup d'eau. Non, on ne veut surtout pas d'hydromorphie parce que comme toutes les plantes, le bambou a besoin d'air au niveau des racines pour respirer. Et dans un sol hydromorphe, il n'arrivera pas à faire sa croissance de printemps. Donc, pas de parcelle hydromorphe, pas de parcelle de sol superficiel. On a des plages de pH qui sont assez souples, avec des sols, des conditions qu'on va pouvoir adapter en fonction des variétés. Et on va dire que de façon générale, le bambou va aller plus vite, enfin sa croissance va aller plus vite dans des sols plus légers. Et enfin, par rapport à l'irrigation, on a fait un choix qui est assumé. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, on vous dira la même chose, mais en tout cas, dans un premier temps, on ne veut planter qu'avec des irrigants, pour deux raisons principales. C'est que nous voulons absolument avoir un niveau de production qui est important pour assumer de la fourniture auprès d'industriels. Donc, il nous faut absolument de l'irrigation. Cette irrigation, on le verra tout à l'heure, elle est raisonnée, elle est réalisée par goutte à goutte, mais il faut savoir également que ce sont des besoins, le besoin du bambou. Alors, je pense qu'on peut passer à la slide d'après. Il est essentiellement centré sur le printemps, puisque le bambou pousse, toute la croissance végétative des nouveaux turions, des nouveaux chaumes, des nouvelles feuilles se fait sur le printemps, c'est-à-dire la période qui s'étale de mars à juin. Et donc, contrairement à des cultures estivales, l'essentiel des besoins est centré à cette période-là. Hormis cette période-là, là, vous voyez sur la gauche là, des rangs de goutte à goutte qui sont installés sur une plantation, sur une jeune plantation. Là, c'était vraiment une plantation qui avait eu lieu quelques mois auparavant.
Donc, cette irrigation, elle est nécessaire pour lisser les rendements, pour viser un objectif de fourniture d'industriels. Et enfin, les petites précisions techniques, c'est que c'est bien du goutte à goutte de surface et que cela n'empêche pas la mécanisation puisqu'on va venir avec l'ensileuse passer au-dessus des goutteurs à une certaine hauteur. Alors, par rapport au bambou, il y a juste 2-3 petites choses qu'il faut bien comprendre. On est sur une graminée, certes, mais on est sur une graminée pérenne. Et donc, comme toutes les plantes pérennes, c'est une plante qui fonctionne en cycle pluriannuel. Là, vous voyez à l'écran un petit schéma avec un chaume qui est adulte, où on voit une tige, donc le chaume, et des feuilles. Et en fait, ce chaume-là sert de réserve à la croissance des jeunes turions qui sont sur la droite. Donc, ça c'est très, très important à comprendre, c'est-à-dire que les chaumes des années N-1, N-2 sont là pour faire de la photosynthèse, pour donc basculer des sucres via les rhizomes qui sont en fait des tiges sous sérum et faire croître les jeunes nouveaux turions. Très important parce que vous comprenez dès lors que la photosynthèse de l'année d'avant, donc de l'été d'avant, est importante pour la croissance des futurs turions de l'année d'après. Si on regarde sur le schéma de gauche, tout ce qui est en violet, et donc le petit trait en pointillé, ça représente le niveau du sol, tout ce qui est en violet, ce sont les organes aériens. Donc vous voyez que la période de développement des organes aériens, c'est la période printanière. En dehors de cette période de fort besoin, on a une période qui se voit un petit peu moins, mais de développement souterrain des rhizomes, qui sont en fait les organes qui vont porter les nouveaux bourgeons pour l'année d'après et qui vont permettre d'étendre la bambousée. En période hivernale, on a surtout un développement de racines. Et il faut aussi comprendre que le système racinaire d'un bambou, enfin, le système d'un fonctionnement, c'est qu'à terme, vous avez en fait, alors là, je vais le matérialiser avec mes mains, mais vous avez en fait un gros matelas d'une trentaine de centimètres d'épaisseur dans lequel s'enchevêtrent des rhizomes et des racines, et vous vous trouvez sur un sol qui est très porteur, qui est très aéré et qui est rempli de matière organique. Alors, concernant en fait un fonctionnement de bambousée, pour que vous compreniez, on effectue des plantations, on va dire, dans l'idéal à l'automne, et ça peut poursuivre sur la phase hivernale, à raison de 400 plants par hectare, c'est-à-dire des rangs de tous les 5 mètres et 5 mètres entre plants sur le rang. À 3 ans, il faut à peu près 3 ans pour que la parcelle soit totalement recouverte. On verra des photos après, mais concevoir une bambousée comme une forêt, puisque c'est un espace qui est complètement rempli par des cannes de bambou. Entre-temps, jusqu'à l'âge de 3 ans, enfin jusqu'à ce qu'on ait une couverture totale de la bambousée, on utilise des couverts végétaux pour utiliser l'espace et nourrir les sols. Et à partir de 5 ans, les premières récoltes peuvent débuter on va dire, à un niveau de 10 tonnes à peu près de matière sèche par hectare et finir à 8 ans en rythme de croisière à 30 tonnes. On vous met, je pense, une fin de vie à 25 ans, non pas parce qu'on va tout détruire à 25 ans, mais parce qu'au-delà de 25 ans, agronomiquement, je ne peux pas vous assurer qu'on est à un même niveau de rendement. Toutefois, il faut quand même préciser que en Chine, il y a des bambousées qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui sont toujours exploitées. Voilà. À 30 ans, le bambou est toujours vivant. Quand on parle de plantation, nous, ce que nous plantons, ce que nous faisons planter, ce sont des plants de 10 litres, donc c'est déjà des gros pots, avec une hauteur d'à peu près 150 cm jusqu'à 2 mètres. On fait des plantations après un décompactage, on fait des plantations mécanisées, mais ça n'empêche pas ceux qui sont plus courageux de planter à la main s'ils le veulent. On prête un outil, là c'est une planteuse que l'on met à disposition des agriculteurs, c'est un outil très simple qui se mécanise derrière un tracteur. Avec cet outil, en fait, on peut planter à peu près 1, 2, 3 hectares par jour, mais on a aussi possibilité de trouver des sous-traitants avec d'autres outils qui peuvent aller un petit peu plus vite. Tout dépend en fait de l'arbitrage entre la main-d'œuvre qu'on a de disponible et le coût d'une prestation de service. Grosso modo, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un chantier d'une dizaine d'hectares, il faut compter en tout et pour tout une petite semaine pour planter le chantier. Alors,
Comment ça marche? On l'a déjà vu, hein, on vous a déjà fait voir le cycle du végétal. En termes de fertilisation, on passe la fertilisation via l'irrigation. Donc, on est bien dans des systèmes de fertirrigation, ce qui vous permet en fait de limiter le temps de travail et d'optimiser l'efficacité des engrais. On fertilise en début de printemps, sortie d'hiver, juste avant les besoins. On va faire un deuxième apport. Alors là, on le modélise sous une forme, mais en fait, en fertirigation, on va fractionner les apports au maximum. On va dire un deuxième apport en début d'été. Au-delà de ces opérations techniques, les premières années, il y a des opérations de broyage des couverts sur les 2 premières années. Et enfin, on refait un apport de fertilisation en fin d'été, avant un semis de couvert d'automne. Et la récolte, c'est bien une récolte hivernale en dehors des périodes de croissance végétative. Alors, comme disait Dimitri tout à l'heure, c'est une culture qui demande peu de travail. En fait, si on parle de temps de travail, le travail de l'agriculteur va se résumer à gérer l'irrigation et la fertirigation via le goutte à goutte, à entretenir les premières années l'interrang, et aussi à faucher ce qu'on appelle une bande sanitaire, qui est en fait une bande qui vous distance des voisins, dans lequel on ne plante pas de bambou et qu'on va venir faucher régulièrement pour éviter qu'il y ait de nouveaux tirions qui sortent. Par cette méthode de fauche et d'évitement de croissance dans ce tour de parcelle, en fait, on évite qu'il y ait propagation du bambou dans les parcelles voisines. Et enfin, en termes de travail, il y a un soutien logistique au moment de la récolte, en sachant que la récolte est bien sous-traitée. Alors, concrètement, la récolte, comment ça se passe? Donc, on va utiliser du matériel qui est issu en fait des filières TTCR, donc taille très courte rotation, qui consiste à cultiver des essences forestières, du saule, du peuplier pour produire de la plaquette. En fait, nous, on va venir utiliser exactement les mêmes machines. Donc, ce sont en fait des ensileuses, comme sur la photo en bas à gauche, des ensileuses classiques qui ont été équipées d'un bec de coupe qui est adapté aux matériaux ligneux. Donc, ce ne sont pas les mêmes becs de coupe que pour ensiler le maïs, par exemple. Donc, vous avez une photo du bec de coupe en haut à droite. Et ces machines-là vont du coup récolter directement le bambou en produisant une plaquette comme vous avez en bas à droite. Donc ça, c'est ce qu'on peut obtenir après récolte. On ne va jamais récolter 100% de la surface plantée d'un seul coup. En fait, chaque année, on va venir récolter 30% de la surface en fonctionnant sur un système de rotation par bande, c'est-à-dire que une année, vous allez récolter une bande de la largeur de l'ensileuse. L'année d'après, vous allez décaler sur la bande d'à côté. L'année d'après, vous allez à nouveau décaler. Et la troisième année, vous allez revenir sur la bande que vous avez récoltée 3 ans avant. De cette manière, vous n'avez jamais 100% de la surface qui est récoltée d'un coup. Et ça, c'est important pour permettre en fait la repousse du bambou, parce que comme disait Lydie, c'est les bambous qui sont vivants, qui ont des parties aériennes présentes, qui font de la photosynthèse et qui permettent de régénérer en fait le peuplement. Ce sont donc des outils qui sont existants. La possibilité la plus simple pour un producteur, en fait, c'est de venir faire travailler une entreprise de travaux agricoles pour la récolte, comme ça se fait assez classiquement pour la récolte de beaucoup de cultures. Voilà un petit peu des images d'une plantation qu'on a réalisée l'année dernière. Donc là, sur l'image, vous avez une parcelle qui était précédemment en maïs, avec les résidus de maïs qu'on voit au sol. Les résidus ont été en fait endénés à l'extérieur du rang de plantation pour ne pas gêner le travail du sol. Le sol a été travaillé ensuite finement sur le rang. Ensuite, on est venu planter. Puis, on est venu dérouler les goutteurs de part et d'autre des rangs. Ensuite, on a réendéné en fait, les résidus de maïs sur le rang pour créer un mulch, un paillage suffisamment épais pour pouvoir en fait, gérer l'enherbement, éviter d'avoir des adventices sur le rang. Puis, on a semé un couvert d'automne, ici c'est une févrole, en semi-direct. La gestion de ces couverts en fait, est hyper importante parce que l'objectif, au-delà de tous les avantages agronomiques d'un couvert, c'est de venir produire de la biomasse sur l'interrang qu'on va ensuite récupérer, faucher et endéner sur le rang pour gérer en fait, l'enherbement sur le rang, le temps qu'il faudra pour que la bambousette prenne le dessus en fait, sur les adventices.
6 mois post-plantation, donc début mai, on a le couvert de févrole qui a terminé presque sa croissance, qui est prêt à être détruit. Vous avez à droite une photo d'un turion, donc une jeune pousse de bambou qui vient de sortir du sol. Là, on voit une grosse différence de diamètre avec la pousse, enfin avec la tige qui a été précédemment plantée, qui est normal puisqu'en fait, au fur et à mesure du temps, hein, vous allez avoir chaque année des turions qui seront de plus en plus gros en diamètre et de plus en plus haut en hauteur que les bambous des générations précédentes. Donc, il faut vraiment imaginer, en termes de dynamique sur la parcelle, d'avoir des bambous qui s'étalent dans l'espace et qui gagnent aussi en ampleur petit à petit. 7 mois post-plantation, au début de l'été, donc là on a fauché la févrole, on l'a endénée sur le rang, donc on voit les résidus de févrole qui sont plus foncés là sur le rang. On voit aussi sur la partie gauche de la photo un bambou qui fait déjà 2 fois la hauteur du plan qui a été planté précédemment, donc qui illustre bien ce que je disais juste avant, c'est-à-dire cette augmentation de diamètre et de hauteur de génération en génération. Et là on est en train de ressemer un couvert de sorgho, cette fois-ci un couvert d'été. Donc là, vous voyez que le semoir, il est replié, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur toute la largeur, puisqu'en fait, on a déjà potentiellement des rhizomes qui ont commencé à tracer sous le sol, de part et d'autre du rang initial, et donc on risquerait éventuellement d'endommager en fait, ces rhizomes si on avait à nouveau semé sur toute la largeur. Là, on est début juillet, 8 mois post-plantation, donc on a le sorgho qui commence à sortir. On a toujours notre beau mulch sur le rang, qui permet de gérer l'enherbement efficacement. Sur la photo de droite, vous avez une variété un peu plus tardive qui est en train de se déployer. Donc, elle a terminé sa croissance en hauteur, mais on a tout juste là les branches qui sont en train de se déployer. Donc, on est en plein été, début août, c'est pile la période de croissance des rhizomes. Donc, si on regarde un peu ce qui se passe sous le sol, sur la photo de droite, on a autour du pied mère qu'on a planté simplement 9 mois avant, déjà des départs de rhizomes dans toutes les directions. On en a plus de 8 là, une petite dizaine. Donc on a des plans qui commencent déjà à tracer en fait 9 mois post-plantation. Ça c'était en août. Là, fin d'été, on est retourné sur la parcelle, on en a mesuré des rhizomes qui sont déjà à 2,50 m du pied mère. Là, on a le sorgho qui avait terminé sa première pousse, qui a été, comme je l'expliquais tout à l'heure, à nouveau fauché et endéné sur le rang, toujours pour gérer l'enherbement. Comme je disais, on a des rhizomes qui sont déjà à 2,50 m du rang. Ça veut dire que là, potentiellement, sous nos pieds, on a du rhizome déjà au milieu de l'interrang. Donc ça veut dire que l'année prochaine, au printemps prochain, quand ces rhizomes vont donner des pousses, qui vont ensuite devenir des bambous, on ne pourra déjà plus passer en fait, de manière mécanisée sur l'interrang. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va semer cet automne un couvert permanent pour continuer de gérer l'enherbement jusqu'à ce que les bambous prennent définitivement la place, puisqu'on ne pourra plus fonctionner sur des couverts annuels, puisqu'on ne pourra plus rentrer sur la parcelle de manière mécanisée à partir du printemps prochain. L'accompagnement qu'on peut vous fournir du coup avec Horizome, c'est déjà une fourniture des plants, puisqu'on a 7 hectares de production dans les Landes, dans laquelle on produit nos plants, et donc 100% de nos plants sont destinés à nos agriculteurs partenaires. Très rapidement, donc pour vous situer un petit peu la société Horizome et le parcours qu'on a pu avoir, c'est une société qu'on a créée en janvier 2022. On a tout de suite investi du coup dans cette pépinière dans les Landes, qui est vraiment la première pierre dans le développement de la filière, pour être capable de produire des plants. On a planté 2 plantations pilotes dans le sud-ouest, sur 5 hectares chacune, une dans les Landes et une dans le Gers. Cette année, on va planter une trentaine d'hectares et on a à peu près 150 hectares en projet pour 2024. Donc pour que vous puissiez situer un petit peu replacer ça dans la filière bambou en Europe, aujourd'hui c'est une filière qui est quand même très jeune. Il y a l'Italie qui est en avance avec à peu près 2000 hectares plantés. En France, on est autour de peut-être 200 hectares plantés en bambou à l'heure actuelle. Horizome peut vous accompagner donc sur toutes les étapes sur toutes les étapes d'un projet de bambouset, en partant vraiment de la conception du projet. Donc on va venir faire des études de sol, on va venir choisir la parcelle adaptée à la plantation de bambou, et on va venir choisir surtout les variétés adaptées à votre parcelle. Ensuite, on va intervenir au moment de la plantation, on va vous fournir donc les plants, et on va également vous fournir une assistance technique, éventuellement la fourniture de la planteuse si vous en avez besoin. Derrière, on va pouvoir être présent sur tout le suivi technique, tout le suivi agronomique. On va pouvoir vous conseiller sur les équipements de suivi installés, donc sonde capacitive, station météo, et surtout vous apporter ce suivi agronomique annuel personnalisé.
Et on va également pouvoir intervenir au moment de la récolte et de la valorisation, en fait, que ce soit la valorisation du bambou ou du carbone. Avec notamment un mécanisme qui est intéressant pour vous, je pense, qui est ce mécanisme de revenu minimum garanti. L'idée, en fait, c'est de sécuriser le producteur. Donc, dès lors que vous nous faites travailler que vous nous confiez, en fait, la mission de suivi agronomique, on est capable de s'engager sur des rendements minimums et donc de s'engager sur un revenu minimum garanti pour le producteur. Donc, concrètement, à partir de la première année de votre récolte, donc en année 5, si vous signez le contrat de valorisation avec Eurizome, vous allez avoir un engagement contractuel de notre part de vous verser un revenu minimum par hectare garanti, quel que soit le volume de votre récolte et quelle que soit la valorisation qu'on trouve derrière pour votre bambou. Donc vous allez récolter, vous allez nous confier votre récolte, on va vous verser ce revenu minimum. Derrière, on va aller valoriser la récolte auprès des industriels. On va prélever une commission sur la vente de cette récolte qui est de 10%, et on va vous reverser ensuite la différence. Donc ça, c'est un mécanisme qui est intéressant parce qu'il vous permet à la fois d'avoir un revenu garanti minimum par hectare, un prix plancher, tout en étant assuré que Eurizome ira derrière chercher toute la valeur possible sur votre récolte, puisqu'en fait, on est sur un alignement d'intérêt avec les producteurs à travers cette prise de commission. Comme on prend un pourcentage, plus on vend cher la récolte derrière, plus Eurizome est rémunéré, plus le producteur est rémunéré. De la même manière, meilleur on est sur le suivi agronomique, meilleurs sont les rendements à l'hectare, plus le producteur et plus Eurizome sont rémunérés. Cet accompagnement, il peut se décliner en fait en plusieurs formules. La première formule, donc la formule essentielle, qui est la moins chère, qui est à 8 000 € par hectare, qui consiste en la fourniture des plants, avec la possibilité derrière de travailler avec nous sur les contrats de valorisation carbone et biomasse. Mais donc, vous n'avez ni le suivi agronomique, et donc, vous n'avez pas non plus le suivi, la garantie de revenus. La formule pro, qui est à 10 000 €, dans laquelle vous avez tout l'accompagnement préalable à la plantation, vous avez le suivi agronomique, et vous avez du coup la garantie de revenus minimum associée. Donc là, ces 10 000 €, j'insiste, ils englobent vraiment toutes les études préalables, la fourniture des plants, l'assistance technique à la plantation avec la fourniture de la planteuse, le suivi agronomique sur 5 ans. Donc vous avez 5 années de suivi agronomique inclus dans ce montant de 10 000 €. Vous avez également la fourniture des équipements de suivi. Donc ça, c'est la sonde capacitive pour venir mesurer l'état hydrique du sol et mieux piloter l'irrigation, ainsi qu'une station météo à mettre en place sur la parcelle. Si vous n'en avez pas besoin et que vous avez déjà ce matériel, on le déduit du montant et du coup, le coût sera inférieur à 10 000 €. Mais pour 10 000 €, vous avez ces équipements-là inclus si besoin. Et donc, en miroir du suivi agronomique, vous avez la possibilité d'avoir cette garantie de revenu. Et puis pour ceux qui souhaitent vraiment nous déléguer la totalité du chantier, on peut même s'occuper de la supervision, en fait, la supervision du chantier d'irrigation, et donc d'intervenir comme un chef de chantier, en fait, de s'assurer que le chantier d'irrigation est bien mené et bien installé. Si on résume un petit peu donc, à l'échelle d'une plantation, d'un point de vue économique, comment les choses vont se passer, donc vous allez avoir un investissement à travers la prestation Eurizome entre 8 et 11 000 € par hectare, suivant la formule que vous choisissez, auquel il faudra ajouter environ 4 000 € par hectare pour l'installation, en fait, du système d'irrigation. Donc au total, un budget de 12 à 15 000 € de l'hectare pour planter une bambousaie. Ça, c'est vraiment un coût global, hein, qui inclut, il n'y a pas de coût caché. Le seul coût qui n'est pas pris en compte là-dedans, c'est la main-d'œuvre pour planter. Vous allez avoir en première année donc, de récolte, année 5, des premiers revenus qui vont augmenter progressivement pour se stabiliser en année 8, au moment où les rendements deviennent maximum, autour donc de 3 500 € par hectare et par an de revenus liés à la vente de bambou. C'est un revenu qui est calculé sur une hypothèse de prix de la matière entre 120 et 130 € la tonne de matière sèche, qui sont les prix actuels, en fait, hein, de la plaquette forestière. Donc, on n'est pas en train de faire des projections de prix sur un marché bambou qui serait hypothétique ou qui n'existerait pas. Aujourd'hui, on valorise le bambou sur un marché qui est bien existant, bien établi, qui est celui de la plaquette forestière, avec des prix de marché qui sont ceux qui sont actuellement, c'est-à-dire, pour faire large, entre 100 et 150 € la tonne.
Il faut déduire de ces revenus donc des charges d'exploitation et des frais de récolte qui sont de l'ordre de 1 000 € par hectare et par an. Donc en fait, ça vous fait en année 8 un revenu net de 2 500 € par hectare et par an. Et puis, il faut ajouter à tout cela donc, les revenus carbone. Donc les revenus carbone qui sont pour le producteur d'environ 7 000 € par hectare au total sur tout votre projet de plantation. Les crédits carbone vont vous permettre de générer un revenu de 7 000 €. Et ces 7 000 €, les revenus vont s'échelonner généralement sur les 4 premières années qui suivent la plantation, donc sur les années où votre bambousette n'est pas encore productive. Ces revenus carbone, ils sont issus de la valorisation, comme je le disais en introduction, des crédits carbone qui sont issus de la labellisation en fait, de votre bambousette. Le rôle de Rhizome là-dedans, c'est de s'occuper de l'intégralité de la valorisation du carbone. Donc, on va certifier votre projet. On va aller ensuite vendre ces crédits carbone aux entreprises et on va s'assurer ensuite du suivi de votre plantation parce qu'il ne s'agit pas de vendre les crédits carbone et ensuite il y a quand même un suivi sur place sur la plantation pour s'assurer que la plantation a une croissance qui suit les projections qu'on a pu faire. Ces revenus carbone, on a la possibilité de les étaler un petit peu différemment suivant les projets. En fait, la situation que je vous présente là, c'est une situation un petit peu intermédiaire. En réalité, il y a 2 grandes typologies de projets. Il y a des projets où on va pouvoir prévendre en fait, les crédits carbone. Donc en fait, une entreprise, on va aller voir les entreprises en leur disant qu'on a un projet de plantation de bambou qui arrive, qui va générer des crédits carbone. Et cette entreprise va se positionner sur ce projet-là pour s'octroyer en fait, les crédits carbone en avance. Et donc, elle va venir financer le projet et en échange, elle aura le droit de bénéficier en fait, des crédits carbone. Donc là, les revenus carbone, ils vont être concentrés au moment de la plantation, voire même post-plantation. Donc, ces 7 000 €, potentiellement, ils vont pouvoir venir financer vraiment une partie de l'investissement initial. Il y a un autre cas de figure qui est de vendre les crédits carbone au fil de l'eau, au fur et à mesure que la bambouselle les séquestre, pour aller chercher en fait un maximum de valeur. Puisqu'en fait, si on prévend les crédits carbone, on va les vendre au prix actuel de marché. C'est intéressant pour préfinancer la plantation, c'est intéressant pour les producteurs qui n'ont pas énormément de trésorerie pour investir. En revanche, pour ceux qui ont la capacité d'investissement, ça peut être plus intéressant d'aller chercher les revenus carbone au fil de l'eau pour en fait les vendre au prix des années futures, et ce sera généralement plus intéressant puisque les prix vont être amenés à augmenter. Donc, ça, c'est à voir au cas par cas, c'est à voir en fonction de chaque projet. De toute façon, c'est comme ça qu'on fonctionne. Vous venez nous voir, on fait des études de sol, on vous fait un projet sur mesure, on décide avec vous de quelle est la meilleure méthode de financement par rapport à ces revenus carbone, et on avance comme ça. Donc, de manière générale, un projet de plantation, pour conclure sur cette partie économique, c'est un projet qui s'amortit en année 7. C'est-à-dire qu'à partir de la 7e année, avec les revenus carbone et les premiers revenus biomasse, en tenant compte de l'investissement initial et des charges d'exploitation sur les premières années, vous allez amortir totalement votre investissement la 7e année. Et donc, à partir de la 8e année, vous avez des revenus nets de 2 500 € par hectare et par an, sans avoir aucun autre investissement à faire. Et ça pendant 20-25 ans. Voilà, j'ai terminé cette présentation. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, si vous souhaitez rentrer en contact avec nous, rentrer dans des discussions plus précises pour parler de votre projet, je vous invite à aller sur notre site internet, donc horizome.co. Vous allez sur la page d'accueil et vous cliquez sur ce bouton « Contactez-nous ». Ça va vous renvoyer vers un formulaire en ligne que vous remplissez. Vous allez nous donner des informations sur vous, sur votre projet, sur votre exploitation. Et on vous recontactera le plus vite possible pour parler de votre projet. Je vous remercie. Et peut-être qu'on peut passer donc aux questions. Oui, merci Dimitri et Lydie. Donc effectivement, il y a eu quelques questions dans le chat. Pour certaines, Lydie a répondu, notamment sur est-ce qu'il était possible de faire du bambou en agriculture biologique. Donc a priori, oui, c'est possible, mais il n'y a pas pour l'instant le marché qui permet d'avoir de la plus-value sur la version agriculture biologique. Nous avons eu des questions concernant la portance des sols.
sur le poids des machines. Donc, si je reprends la réponse, ça fait un matelas qui supporte effectivement le passage des machines. C'est bien ça, Lydie? Oui, c'est ce que N'hésitez pas à me couper si je ne reprends pas correctement. Nous avions une question également sur comment limiter la pression des mulots sous le mulch. Oui. Donc, a priori, il y a cette problématique qui pourrait arriver. Je préférais répondre en direct parce que à l'écrit, ça allait demander. En fait, par rapport à cette question, il y a des systèmes, notamment de collègues qui plantent des bambous, mais qui n'ont pas du tout les mêmes schémas que nous, et qui plantent des tout petits bambous, des tout petits plants de bambou en godet ou en petits pots de 1 litre. Et effectivement, quand on est dans une zone où il y a de la pression de mulots, dans des sols où il n'y a rien à manger, et en fait, la seule source de nourriture, c'est le petit plant de bambou avec éventuellement en plus un mulch par-dessus. Effectivement, dans des cas comme ça, on peut supposer qu'il puisse y avoir des problèmes de mulots. Dans nos systèmes à nous, avec des gros pots de bambou de 10 litres, dans des systèmes où on a des couverts végétaux, des sols vivants, et en fait un bambou qui a déjà un système de racines important. En fait, on a vu des présences de mulots. Hein. On a vu chez Jordan, un des agriculteurs avec qui on travaille, on en a vu accessoirement à quelques endroits des petits trous de mulots. Mais en fait, on n'a pas de pression. On n'a pas de pression par rapport à la vitalité de nos plantes, etc. Parce que ces mulots-là, ils ont largement de quoi manger ailleurs que nos petits plants de bambou qui seraient trop chétifs. Alors, j'espère que je me suis bien exprimée, mais en gros, nous, on n'a pas eu cette pression-là. Mais j'ai bien entendu le risque et la crainte de cet agriculteur. Ouais. D'accord, merci. Donc, on avait également une question sur l'eau d'irrigation, donc à laquelle vous avez répondu. L'eau d'irrigation, effectivement, c'est bien soit de l'eau de réseau, de réserve ou de prélèvement en cours d'eau. Nous avons une question également sur la nature et l'ampleur de la fertilisation, notamment NPK. En fait, c'est pareil. J'aime pas les réponses standards parce que chez nous, on ne fonctionne pas avec des recettes de cuisine qu'on applique chez tout le monde. Mais je vais quand même vous faire une réponse standard. On est sur des niveaux d'intrants sur du 100, 120, 40, 50, 40, 50 en termes de NPK. Ça va vous donner une réponse qui va vous satisfaire, mais pour moi, elle n'est pas satisfaisante du tout parce qu'en fait, on fait de la technique au cas par cas et en fonction des besoins de la plante et en fonction de l'état du sol de départ. Et donc, voilà, on va adapter aux besoins de la plante et on est en train de mettre en place des systèmes où justement les analyses de sève vont nous indiquer le besoin de la plante. Donc, je voudrais se donner une réponse grossière, mais en tout cas, elle est bien plus travaillée au niveau technique. Alors, on a une autre question sur la valorisation du bambou. Vous n'avez pas abordé cette filière-là, mais voilà, c'est peut-être juste pour confirmer. Est-ce qu'il y a un débouché bambou au niveau alimentation? Non, alors en fait, pour peut-être remettre les choses dans leur contexte, on peut distinguer deux grandes manières de cultiver du bambou. La manière un petit peu issue du modèle traditionnel chinois, qui consiste à cultiver du bambou pour produire soit des pousses, donc pour l'alimentaire, soit des chaumes pour le bois, soit les deux à la fois. Dans ces systèmes-là, on va venir cultiver des variétés de bambou qui vont s'exprimer avec du gros diamètre, donc de l'ordre de 8 à 10 cm, mais avec une densité de chaume à l'hectare, donc un nombre de chaumes au mètre carré assez réduit. On est sur des bambousets où on peut circuler à l'intérieur, on a à peu près 4000 chaumes par hectare. Sur ces modèles-là, on va venir maximiser le diamètre pour avoir les plus belles pousses pour l'alimentaire possible et les plus beaux chaumes pour le bois possible. Nous, on a choisi de ne pas aller sur ce modèle-là parce que pour nous, il y a deux gros freins essentiels. Le premier, c'est la question de la main-d'œuvre, puisque sur ce modèle-là, la récolte des pousses se fait à la main. Il faut bien imaginer qu'on est presque sur un modèle de maraîchage. On récolte les pousses à la main dans la bambousaie tous les jours. Pendant 30 jours, il faut être tous les matins dans la bambousaie pour aller récolter les pousses. Et si la pousse a trop grandi, alors elle est plus bonne. C'est comme des asperges. Et pour le bois, c'est la même chose. Il faut aller récolter les chaumes à la main. C'est du bûcheronnage. Et donc, cette problématique de la main-d'œuvre, nous, on a senti qu'elle était très,
très prégnante chez les agriculteurs. C'est très difficile de trouver de la main-d'œuvre agricole saisonnière qualifiée aujourd'hui dans beaucoup de régions de France. Donc ça, c'est le premier frein. Et le second frein, c'est le sujet des filières. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de filière industrielle établie de la pousse de bambou en France, et encore moins de filière industrielle établie du chaume de bambou, c'est-à-dire que aujourd'hui, personne n'est capable de valoriser un chaume de bambou comme ils sont capables de le faire en Asie, c'est-à-dire de transformer un chaume creux et rond en un lamellé collé avec lequel on va venir faire du parquet, des meubles, du bois de construction. Et donc, c'est cette double problématique donc, d'une main-d'œuvre importante et de débouchés pas encore totalement développés nous ont poussé à nous tourner vers le modèle qu'on développe nous, c'est-à-dire un modèle de production de plaquettes en fait, de bambou, sur un mode vraiment de taille courte rotation, puisque là, on résout les deux problématiques, c'est-à-dire qu'on va récolter de manière mécanisée, donc on résout le problème de la main-d'œuvre, et on arrive sur des marchés qui sont existants. En fait, on n'est pas en train de créer le marché du bambou, puisqu'en fait, on produit bien un substitut en fait, de la ressource bois, et donc on arrive sur le marché bois avec notre plaquette de bambou. Donc là, dans ces cas-là, les bambous qu'on cultive, tout ça pour revenir à la question initiale, c'est des bambous qui vont donner des petits diamètres, entre 3 et 5 cm, mais par contre qui vont être sur la parcelle avec une densité extrêmement importante. On peut aller jusqu'à facilement 100 000 chaumes à l'hectare. Et donc, c'est des petits bambous, et donc qui vont faire des petites pousses. Et donc, les petites pousses, c'est difficilement valorisable sur le marché de l'alimentaire. Donc non, nous on se cantonne à la production de matière végétale, en fait, de biomasse, de plaquettes de bambou. Mais les marchés sont en fait très 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 larges, beaucoup plus larges que les marchés qu'on peut adresser avec l'autre modèle, c'est-à-dire pousse ou bois d'œuvre. Là, avec cette plaquette, vraiment, c'est tous les marchés du bois existants, donc isolants, panneaux de fibre, papier, énergie, qui sont des marchés qui existent déjà. Et puis, il y a énormément de marchés qui sont en train d'émerger, notamment dans le domaine de la chimie du végétal, où en fait on a tous les industriels de la pétrochimie qui essayent petit à petit de se passer de pétrole. Et là, l'enjeu, c'est d'aller utiliser la matière végétale pour fabriquer tout ce qu'on fait aujourd'hui à partir de pétrole. Donc là, ça ouvre des perspectives encore immenses. Eh bien, merci pour cette réponse très complète. D'autres questions. Le bambou est-il sensible aux attaques de tupins? Je pense qu'ils ont voulu parler de taupins. Peut-être. Moi, je fais que répéter, effectivement. Non, on n'est pas sur des modèles maraîchers ou sur des modèles de plantules qu'on plante à un jeune stade. Et en fait, non. En tout cas, nous on n'a pas de problème par rapport aux taupins. D'accord, taupin, pardon, excusez-moi. Du coup, une question à laquelle vous avez déjà répondu, mais que je partage pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des variétés qui supportent les terres calcaires? Donc, la réponse est oui, tout à fait. Après 1 an de plantation, que peut-on mettre comme couvert permanent? Donc, ce qui est proposé, ça peut être un trèfle ou en mélange d'espèces. Même en fait, on peut... En fait, c'est pareil, on adapte la réponse technique du couvert par rapport au matériel, par rapport aux habitudes des producteurs, par rapport à la semence de ferme qu'ils ont sur place. Donc là, les modèles qu'on vous a fait voir avec Dimitri, c'était des agriculteurs qui étaient habitués à fonctionner avec de la févrole, qui avaient de la semence. Donc, on a fonctionné comme ça avec eux. Moi, j'ai des éleveurs qui me proposent de faire des mélanges luzerne-avoine, et donc avec des couverts qui sont finalement permanents dès le départ. Et ça va fonctionner aussi. Donc, on peut aussi mettre des couverts permanents dès le départ. D'accord. Et j'ai eu une autre question, donc ça rejoint un peu la question sur le bambou alimentaire. C'est pour ceux qui voudraient éventuellement en faire. En gros, aujourd'hui, il n'y a pas d'entreprise qui le permette, il faut se débrouiller tout seul. En fait, aujourd'hui, si vous voulez vous lancer sur ce modèle, entre guillemets, à la chinoise, effectivement, il faut se dire que potentiellement, il va falloir être très, très acteurs. Les producteurs vont devoir être acteurs de la valorisation. Nous, on connaît des gens qui se sont lancés sur des très petites surfaces sur ce modèle-là, mais c'est des gens qui vont vraiment intégrer la chaîne de valorisation jusqu'au bout presque, en faisant de la transformation à la ferme, en faisant leurs bocaux, en faisant leurs recettes, en allant vendre ça sur les marchés de producteurs, etc. Donc c'est possible, mais sur des petites surfaces, avec une motivation derrière d'aller jusqu'au bout de la transformation.
Oui, plus une activité de diversification et de commercialisation au circuit court. C'est ça. D'accord. Et sur ces modèles-là, nous, on n'a pas vocation à accompagner les gens jusqu'au bout, comme on peut le faire sur notre modèle. En revanche, ce qu'on peut proposer, c'est de la fourniture de plans et un accompagnement agronomique assez réduit, dans le sens où on n'intervient pas derrière sur la commercialisation. Très bien, merci. Et j'ai une autre question, une dernière question pour l'instant qui arrive sur le chat. C'est comment est envisagée en fait la fin de la production? Réversibilité, boisement, voilà. Comment, en gros, on estime que la parcelle, elle est plus... Voilà, comment on la reconvertit? Alors déjà, on parle d'une fin de vie à 20-25 ans. En réalité, on prendra la décision, enfin, c'est le producteur qui prend la décision. Est-ce que les rendements sont toujours intéressants ou pas? Si jamais il veut changer l'usage de la parcelle, finalement, c'est assez simple, contrairement à ce qu'on peut penser. En fait, il faut vraiment se remettre dans le fonctionnement de la plante. Si on coupe la photosynthèse à la plante, elle est plus capable de se maintenir. Donc, en fait, c'est ça l'objectif qu'on va aller chercher. Donc, on va venir broyer, récolter en fait l'intégralité de la surface en une seule fois. Je rappelle qu'on récoltait normalement 30% chaque année. Là, on va venir récolter 100% de la surface. Donc, on va avoir une grosse récolte, une récolte 3 fois plus importante cette année-là. Ça va se faire donc en hiver. Au printemps qui suit, vous allez avoir des turions qui vont sortir du sol. Donc, la bambousée va essayer de repartir. Mais là, elle va repartir uniquement sur ses réserves, puisqu'il n'y aura plus aucun bambou, plus aucune partie aérienne pour faire de la photosynthèse. Là, vous allez pas attendre que les bambous aient terminé leur croissance et sorti leurs feuilles. Vous allez venir broyer à nouveau ces turions. Donc là, ça se broie très facilement avec un broyeur classique, pas besoin d'une récolte à l'ensileuse, puisqu'on est sur des choses qui sont encore très tendres. Donc là, vous avez coupé toutes les pousses. Au printemps qui suit, la bambousée va à nouveau essayer de repartir sur ses réserves, mais elle n'aura toujours pas de chaume pour faire de la photosynthèse, donc elle va vraiment commencer à s'épuiser. Vous allez rebroyer une seconde fois, et là, généralement, vous êtes arrivé au bout, c'est-à-dire que vous avez complètement épuisé le système racinaire. Il a essayé de repartir 2 années de suite sans pouvoir refaire de la photosynthèse entre-temps. Donc le système racinaire est vidé. Et là, il ne reste plus qu'à venir en fait broyer ce système racinaire superficiel pour repartir sur une culture derrière. Et là, nous, ce qu'on a observé sur des bambousets qui ont plus de 30 ans, c'est vraiment une aggradation en fait, du sol, puisque vous avez eu pendant 20-30 ans aucun travail du sol. Vous avez eu des apports de matière organique extrêmement importants à travers la chute des feuilles et le renouvellement racinaire. Donc des taux de matière organique qui sont revenus, qui sont remontés, une structure de sol qui est devenue beaucoup plus poreuse, etc. Donc généralement, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est aussi une idée reçue qui ressort souvent, que le bambou pourrait épuiser les sols, que le bambou dégraderait les sols. Ce n'est pas vrai, hein. Le bambou est une plante comme les autres et globalement, les plantes n'épuisent pas les sols. Au contraire. Alors, nous avons eu une question concernant l'éligibilité aux primes PAC. Donc, la réponse, a priori, c'est que non, il n'y a pas d'aide PAC sur ces surfaces-là. Nous avons eu une question, savoir sur si les parcelles étaient s'il fallait assurer les parcelles contre la grêle. Non, j'ai répondu non parce que. Pardon, je n'avais pas vu la réponse, excusez-moi. Ouais, non, j'ai répondu non. Non. D'accord. Du coup, on a eu une question également sur la largeur de la bande sanitaire et la taille minimale des parcelles. Alors, c'est en général, c'est 1 à 2 largeurs de broyeur. La réponse que je donne, voilà. D'accord, oui, c'est ça. C'est au cas par cas sur l'exploitation, mais voilà, ça peut donner un ordre d'idée. Et après, par rapport à la taille minimum, nous, on a des îlots minimum par exploitant, ce qu'a présenté Dimitri tout à l'heure. Après, par rapport à la taille de la parcelle, je dirais que ça va être un choix de l'agriculteur parce que plus vous allez diminuer la taille des parcelles, plus finalement la bande sanitaire qui est autour de la parcelle va prendre de l'ampleur par rapport à la surface. Du coup, vous n'avez pas intérêt à avoir des îlots trop petits parce que vous allez avoir multiplié le temps de travail et la surface non utilisée. Je dirais que c'est plutôt ça qui va vous faire arbitrer. Et peut-être pour ajouter quelque chose, les surfaces minimum que vous avez pu voir tout à l'heure au moment des coûts sont des surfaces qui sont données à titre indicatif. En gros, l'idée, c'est de dire qu'il y a un moment donné où si la surface est trop faible, il y a un certain nombre de coûts fixes dans l'investissement que vous allez mal amortir. Par exemple, quand vous allez investir dans un système d'irrigation,
Bon, le nombre de mètres linéaires de tuyaux est effectivement fonction de la surface. En revanche, la pompe, les vannes, les régulateurs, tous ces systèmes-là, ils vont pas doubler ils vont pas nécessairement doubler si la surface double. Donc voilà, vous allez mieux amortir cette partie-là de l'investissement au fur et à mesure que vous augmentez la surface. De la même manière, notre suivi agronomique, nous, si on se déplace pour venir suivre une parcelle, bon, si la parcelle fait 15 hectares, ça ne nous demande pas beaucoup plus de travail que si elle en fait 5. Donc voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc c'est pour ça qu'on conseille que voilà, une surface autour de 10 hectares, c'est quelque chose qui fonctionne bien pour se lancer. Et ça correspond, enfin, c'est dans les bons ordres de grandeur, on va dire, par rapport aux tailles un petit peu moyennes des exploitations. Sur 10 hectares, voilà, on reste sur de la diversification. D'accord. On a eu une question concernant des aides financières pour le lancement de cette culture, donc à laquelle j'ai répondu, mais à confirmer. De mon point de vue, je pense que c'est éligible à l'aide PSN des cultures peu présentes qui est en place et qui va être opérationnelle à partir de mi-novembre. Nous avons une question sur pourquoi la vente de crédit carbone s'arrête alors que la production de bambou continue et donc le stockage de carbone. Ouais, alors ça, c'est un sujet qui est intéressant. Il faut distinguer deux réservoirs de carbone Dimitri, excusez-moi, je vous coupe, mais juste faire une réponse rapide si on veut prendre les Ouais, quelques questions qui restent. ça marche. Parce que Alors, très voilà, sinon rapidement. on va en avoir Ouais, beaucoup. donc, il faut distinguer deux réservoirs de carbone sur un projet de plantation. Le premier, c'est le carbone qui est contenu dans la biomasse vivante sur la parcelle, dans les parties aériennes et dans les parties racinaires. Et le second, c'est le réservoir de carbone qui est constitué au fur et à mesure des récoltes et au fur et à mesure qu'on exporte de la matière végétale à l'extérieur de la plantation. Nous, le carbone qu'on valorise, c'est le carbone du premier réservoir, c'est-à-dire c'est le carbone qui est représenté par la bambouselle mature sur pied. Donc, tant que votre bambouselle est vivante, elle représente un stock de carbone sur pied et c'est ce carbone-là qu'on valorise à travers les crédits carbone. Aujourd'hui, les labels ne permettent pas de valoriser le carbone qui est représenté par les récoltes successives parce que c'est quelque chose qui est assez compliqué à calculer, qui nécessite de faire beaucoup d'hypothèses. Et comme ces labels, ils vendent de la confiance, ils ne sont pas encore capables aujourd'hui de s'engager sur des crédits de carbone issus de ce réservoir parce que ce serait trop incertain. Ça ne veut pas dire que dans 10 ans, on ne pourra pas le faire. La direction que ça prend, c'est que ça devrait aller vers ça, mais aujourd'hui, ce n'est pas possible. D'accord, merci. On a eu une question concernant est-ce qu'on pouvait introduire les animaux, notamment les chevaux, pour manger les feuilles au sol après broyage? C'est après broyage, après récolte ou en fait après broyage de la bande sanitaire? Parce que si c'est après broyage de la bande sanitaire, pourquoi pas? Après récolte, si vous voulez, il va y avoir du résidu. Donc, si on peut guider le troupeau, pourquoi pas? C'est des choses, en fait, l'articulation, parce que j'ai vu qu'il y avait une autre question sur de l'agroforesterie. C'est des travaux qu'on va guider. Il y a des choses à découvrir. Ah, par contre, il faut bien comprendre que le bambou, c'est pas un arbre. C'est une graminée. Et en fait, on ne gère pas un bambou comme on gère un arbre au milieu d'îlots de céréales, si vous voulez. C'est l'inverse. En fait, là, la céréale, c'est le bambou et il va falloir gérer l'arbre au milieu des bambous. Voilà, c'est d'autres visions à avoir. C'est des choses que l'on réfléchit, auxquelles même, après, j'invite les gens qui se posent des questions à nous poser plein de questions et on mettra en place des experts sur le terrain. On a une question, la plantation de bambou sur une parcelle drainée. Alors, si la question, je l'entends, c'est que souvent, on me pose la question auquel je n'ai pas la réponse. Il faut être très honnête quand c'est comme ça. En gros, est-ce que ça va détruire mes drains? Parce que c'est souvent ça qu'on se pose. Je ne peux pas, à l'heure actuelle, certifier qu'il n'y aura pas de dommage d'un bambou sur le drain qui est situé à 1 mètre. Par contre, par rapport à la connaissance qu'on a de la plante et par rapport à son système racinaire, moi, je pense qu'il y a très, très peu de risques. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, le bambou dans des parcelles drainées, c'est lui qui va assurer le drain. Parce que le bambou, c'est ce que je vous disais, cet épais matelas de 30 cm qui est très, très poreux. Et en fait, ça stocke l'eau et ça draine l'eau au même titre que c'est bien plus efficace qu'un outil de drainage. D'accord, merci. Est-ce qu'il y a des précautions à prendre concernant les dégâts gibiers?
Alors, pareil, je dirais qu'on ne fait pas partie des gens qui vont vous dire que d'office, on veut mettre une protection gibier dès lors qu'on ne sait pas s'il y a un problème. Donc, la première des choses, ça va être de regarder s'il y a un problème. Le gibier potentiel, celui qui va nous poser problème, ce n'est pas nécessairement le chevreuil ou le cerf, c'est plutôt le sanglier. Parce qu'en fait, le sanglier, il aime les turions jeunes et comme nous, la jeune pousse de turion est comestible et souvent, ils aiment ça. Donc, s'il s'avère qu'on a un problème de cet ordre-là, donc sur la période du printemps, mais pas tout le reste de l'année, parce que tout le reste de l'année, il n'y a pas de pousse de turion ou très peu, à ce moment-là, on pourra mettre en place des méthodes de protection en s'appuyant sur les fédés de chasse, mais en allant mettre une protection temporaire électrique. Mais je dirais que la première des choses, c'est l'observation et voir s'il y a le problème. Les parcelles qu'on a d'expert, pardon. Ouais, pardon, mais juste clôturer la parcelle intégralement, c'est vraiment le dernier recours absolu. Étant donné le coût que ça représente, il faudrait qu'il y ait des dégâts en face qui justifient ce coût-là. Alors, on avait une question concernant la biodiversité à laquelle vous avez répondu qu'il y avait des études en cours. Oui, tout à fait. Voilà. Il y a de la bibliographie et nous, de notre côté, on lance des études, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il faut raisonner en qu'est-ce qu'on remplace par du bambou. Évidemment, on ne remplace pas des forêts, on remplace des cultures sur des terres agricoles et un champ en rotation de grandes cultures est plus pauvre en biodiversité qu'une bambousaie, dans laquelle on ne touche plus au sol, dans laquelle on a un couvert végétal permanent. On va retrouver beaucoup plus de faune, de vie dans le sol, de petites faunes, d'oiseaux, de rongeurs, etc., même de gros gibiers, que dans des parcelles en rotation de culture qui sont nues une partie de l'année. Et j'ai une dernière question que je vous livre. Pourriez-vous jouer un rôle de mise en relation d'investisseurs avec des agriculteurs ou alors indiquer quelle plateforme pourrait être utilisée pour mettre en relation les deux? Alors aujourd'hui, on n'a jamais fait ça. Aujourd'hui, on se concentre sur un rôle vraiment d'accompagnement des producteurs. Toutefois, on sait que c'est un levier intéressant et on sait que l'investissement, c'est le sujet central. Il y a des plateformes qui sont spécialisées là-dedans. Je pense à Mimosa, par exemple. Peut-être vous connaissez, qui ont pour but justement de mettre en relation des agriculteurs avec des citoyens qui souhaitent épargner et flécher leur investissement vers des projets vertueux. On a comme objectif à terme de travailler avec ces gens-là pour pouvoir proposer en fait des projets de plantation de bambousaies sur ces plateformes-là. Donc, si vous vraiment vous souhaitez vous lancer là-dedans et que ça vous intéresse de passer par ce genre de plateforme, contactez-nous et on pourra y réfléchir. Eh bien, je vous remercie. Alors, la toute dernière question, après, je suis désolée, vous reprendrez contact directement avec l'établissement Rhizome. Dans un contexte bocager ou forestier, doit-on prendre en compte une distance de retrait par rapport aux haies et aux bois? Je pense que c'est par rapport à la circulation aussi du matériel. On n'a pas votre micro, Dimitri. Voilà. Pardon, merci. Si vous avez une haie effectivement en présence sur la parcelle, déjà c'est très bien. Et effectivement, il faut garder en fait, la largeur de cette bande sanitaire en fait, entre votre haie et la bambousaie, qui va vous permettre à la fois de gérer l'expansion de la bambousaie et à la fois de pouvoir continuer à entretenir la haie. Eh bien, merci. Je vais m'arrêter là concernant les questions pour ne pas trop déborder sur les prochains webinaires. Je vous remercie beaucoup de votre intervention. Je vous fais une petite partage d'écran pour vous donner l'information de la suite des webinaires. Cet après-midi, nous avons un webinaire avec Gîtes de France sur valoriser le bâti en créant un hébergement touristique. Demain, vous avez également de la production d'agneaux et de l'engraissement de jeunes bovins. Et vous avez également de la production de lentilles et également gagner en performance en production végétale avec de l'accompagnement par des groupes. Je vous remercie énormément, Dimitri et Lydie, d'avoir apporté tous ces éléments sur cette production de bambou, pourquoi pas dans l'Yonne, effectivement. Et je remercie tous ceux qui sont connectés en espérant vous retrouver très bientôt sur les prochains webinaires. Merci beaucoup de votre participation.